Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre les débats des sénateurs qui ont débuté hier après-midi autour de la proposition de loi Claes-Leonetti, proposition de loi créant de nouveaux droits pour les malades et les personnes en fin de vie. Cela 10 ans après la loi Leonetti de 2005. Je vous rappelle que c'est également un engagement de campagne de François Hollande qui avait demandé à ce que soit mise en place une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les sénateurs ont examiné et adopté les 2 premiers articles de ce texte. Dans le premier article, ils ont demandé à ce que soient développés les soins palliatifs sur l'ensemble du territoire et que soit mise fin enfin à l'inéquité territoriale en la matière. Ils ont également demandé à ce que soit fait chaque année à l'occasion de l'examen du budget de la sécurité sociale un bilan sur ces soins palliatifs. Au deuxième article, ils ont abordé déjà le cœur du sujet, l'acharnement thérapeutique mais aussi l'arrêt des traitements. Ils demandent à ce que l'arrêt des traitements soit décidé d'une façon collégiale lorsque le patient ne peut pas le faire lui-même. Ils ont également abordé un point très important, l'hydratation. Pour eux, l'hydratation n'est pas un traitement mais bien un soin. À ce titre, les médecins pourront continuer à hydrater les patients jusqu'au terme de leur vie. Tout de suite donc, retour à ces débats. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui au Sénat. Nous abordons l'article 2 et je suis saisi de 9 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 90 rectifié. Monsieur Godefroy, c'est vous qui le présentez. Oui, Monsieur le Président, ce sera très rapide. Nous proposons donc par cet amendement de rétablir le texte voté à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires sociales a modifié cet article en réécrivant à sa façon un peu le code de déontologie et en supprimant la notion de traitement en ce qui concerne la nutrition et l'hydratation. Donc nous pensons, et on y reviendra tout à l'heure dans le débat, nous pensons qu'il faut rétablir ce texte dans la version d'origine qui nous semble mieux adaptée. Alors, je vais prendre un exemple concernant donc le code de déontologie. Je pense que l'article 37 tel qu'il est rédigé donne toute satisfaction puisqu'il propose ceci. Je vais vous lire le texte. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celle-ci, mentionner l'article, etc., ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou à défaut de l'un des proches. Par ailleurs, il est prévu que la décision d'imitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient après concertation avec l'équipe de soins. Donc je pense que cette rédaction est la mieux adaptée, que la rédaction de la Commission étant le nombre de personnes que l'on consulterait, ce qui risque, à mon avis, de créer plus de problèmes que d'en régler. Quant à l'hydratation et la nutrition, c'est la reprise d'une décision du Conseil d'État. Et dans l'explication de vote, je verrai les arguments présentés pour refuser cet amendement pour intervenir à nouveau. Merci, mon cher collègue. L'amendement numéro 111 n'est pas soutenu. Le 3 rectifié bis, c'est M. Gilles qui le présente. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans l'alinéa 2 de cet article 2, il est bien dit les actes mentionnés à l'article L 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre, etc. Et nous avons eu une discussion en commission sur cet amendement où je propose de remplacer les actes par les mots soins curatifs. Alors on me dit les actes c'est plus large, donc c'est mieux par rapport aux soins curatifs qui pourraient être trop restrictifs. Mais je rappelle qu'en l'absence de la précision qui est contenue dans cet amendement, le risque est grand que des traitements tels que la nutrition et l'hydratation artificielle soient inclus dans ces actes, qui n'ont pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et soient donc de ce fait supprimés. Outre les souffrances supplémentaires que provoquerait leur arrêt, il est clair que des soins tels que la nutrition ou l'hydratation artificielle maintiennent le patient en vie, les supprimer signifie donc le faire mourir. Enfin, la rédaction proposée peut être grave de conséquences, car des patients qui ne sont pas en fin de vie pourraient cesser d'être nourris et ou
hydraté et donc décédé. Or, il y a des personnes très lourdement handicapées dont la vie est jugée comme une obstination à vouloir vivre. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, mon cher collègue. Le 112 n'est pas soutenu. Nous en arrivons au 72 rectifié. C'est M. Barbier qui le présente. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais remplacer le terme inutile par inefficace. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'un traitement est inutile, on met un petit peu en doute l'équipe médicale qui le propose. En général, on essaie de ne pas présenter, de donner un traitement inutile à un patient. Par contre, il se trouve qu'il y a quelquefois des médicaments qui, à un moment donné, sont efficaces et qui, dans un certain nombre de maladies, à un moment donné, sont inefficaces. Et je crois que c'est un problème de vocabulaire qui n'a peut-être pas une très grande importance, mais il est très douloureux, je pense, pour le personnel soignant qu'à un moment, on leur dise « vous administrez un traitement qui est inutile ». Un traitement qui est inefficace, on l'arrête, mais c'est un problème de sémantique qui me paraît peut-être mineur, mais cependant important. Merci, mon cher collègue. Au nom de la commission des lois, M. Pilet, l'amendement 12. Un patient a toujours le droit de refuser un traitement, mais la rédaction actuelle de l'article 2 soumet pourtant dans tous les cas cette décision, lorsqu'elle est fondée sur le refus d'un acharnement thérapeutique, à une procédure collégiale où d'autres s'exprimeront pour ce qu'ils jugent conforme à l'intérêt du patient. Or, si bien entendu une telle procédure se justifie lorsque le patient est inconscient ou hors d'état de manifester sa volonté, tel n'est pas le cas lorsque ce patient est conscient et en mesure de faire un choix éclairé. Dans ce dernier cas, le médecin doit se conformer au refus exprimé par son patient, sans bien sûr avoir à déférer la volonté de celui-ci au collège médical. C'est la raison pour laquelle l'amendement de la commission des lois limite donc la procédure collégiale aux situations dans lesquelles le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Merci, monsieur le rapporteur. Amendement numéro 48 rectifié, c'est monsieur Chassaing qui le présente. Oui, Monsieur le Président, si vous voulez, je souhaiterais dans cet article supprimer les mots « ou à défaut ». Donc la procédure collégiale doit réunir l'équipe de soins et la personne de confiance, mais également les membres de la famille et les proches qui le souhaitent. Je pense que la rédaction actuelle laisse entendre qu'il est associé l'équipe de soins et la personne de confiance, mais pas forcément les membres de la famille et les proches. Je pense que les membres de la famille qui le souhaitent peuvent participer à cette procédure. Merci, mon cher collègue. Le 69 rectifié, monsieur Delège, et le 101, peut-être en même temps. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais présenter, comme vous m'y invitez, les deux en même temps, puisqu'ils participent de la même logique. En fait, l'Assemblée nationale avait posé le principe que la nutrition, l'hydratation et l'assistance respiratoire constituaient un traitement qui pouvait être assimilé à une sorte d'acharnement thérapeutique, faisant d'ailleurs écho à la jurisprudence du Conseil d'État. La Commission des affaires sociales a souhaité supprimer cette précision, mais moi je veux ouvrir le débat tout particulièrement de la nutrition, de l'hydratation et de l'assistance respiratoire. Est-ce qu'on peut dire que ça participe de l'acharnement thérapeutique? Moi, j'entends bien que ça peut y participer dans une certaine mesure, mais on peut aussi faire le choix à un moment donné de cesser tout traitement thérapeutique. Est-ce que pour autant, on doit s'interdire de permettre à un patient d'accéder à l'hydratation et à la respiration artificielle en prenant le risque, effectivement, de le faire mourir déshydraté ou étouffé. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité ouvrir le débat. J'en connais déjà un peu les termes. Nous sommes sur quelque chose qui est nettement plus, entre guillemets, clivant que ce qu'on a pu connaître sur l'article 1er. Mais il me semble difficile d'imaginer que assister une personne en fin de vie
à respirer et lui donner de l'hydratation puisse être considéré comme de l'acharnement thérapeutique. Tel est le sens des deux amendements que je dépose, le 69 et le 101, qui sont quasiment identiques, sauf que le 101 est un amendement de repli qui ne fait pas état de l'assistance respiratoire. Merci. Avis de la commission. Concernant l'amendement 90 rectifié, nous avions préféré rédiger les choses de la façon suivante, de façon à faire remonter dans le cadre de loi l'aspect réglementaire, c'est-à-dire l'article 37 du Code de déontologie médicale. Pour la dernière phrase, la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement. Effectivement, cette phrase a été confirmée par l'arrêté du Conseil d'État. Nous avons considéré que cela suffisait, d'autant qu'a eu lieu une discussion, non pas sur la nutrition, mais sur l'hydratation, qui effectivement pose des problèmes en fin de vie, ne serait-ce que par le maintien d'une voie veineuse. Mais on y reviendra sur les deux amendements que vous venez de rapporter sur la fin. Concernant l'amendement... Alors donc c'est un avis défavorable. Concernant l'amendement 3 bis rectifié, qui concernait le fait de remplacer le mot « acte » par des soins curatifs. C'est M. Gilles qui a rapporté cet amendement. Effectivement, soins curatifs est assez restrictif, même si on comprend l'objectif de cet amendement. Mais il n'y a pas que les soins curatifs, il y a aussi les actes, en particulier lorsqu'ils deviennent invasifs. Si l'on ne mentionne que soins curatifs ou palliatifs, on ne prend plus en compte les actes de prévention ou d'investigation qui peuvent constituer un acharnement thérapeutique ou une obstination déraisonnable. Donc c'est un avis défavorable. Concernant le remplacement du mot « inutile » par « inefficace », alors, je tiens à dire que la Commission des affaires sociales a émis un avis favorable. À titre personnel, je restais plutôt sur l'acte inutile pour marquer le coup de certaines pratiques dans ces périodes de traitement et de fin de vie. Concernant l'amendement 48 rectifié, que M. Chassaing a rapporté pour la possibilité pour la famille de participer à la procédure collégiale. On considère que dans l'ordre des choses, il y a bien sûr les directives anticipées, on y reviendra tout à l'heure. Il y a ensuite la personne de confiance et que certes, si la famille ne doit pas être écartée de l'accompagnement en fin de vie, c'est la personne de confiance qui doit l'emporter et donc c'est un avis défavorable. Enfin, constituant la notion... Alors, je ressors les amendements, je les ai. Vous avez parlé, mais sans doute est-ce un oubli, de nutrition et d'hydratation. Il s'agit bien de nutrition et d'hydratation artificielle. Et ce n'est pas du tout la même chose. Nutrition et hydratation artificielle. Dans le cas d'une nutrition artificielle, on va avoir tout simplement dans la réalité des choses, par exemple, soit une alimentation par voie veineuse, une alimentation de type parentéral, soit une alimentation par sonde de gastrostomie. Et il en est de même pour l'hydratation et l'assistance respiratoire. Alors, on va prendre des cas qui, malheureusement, que l'on peut pointer de façon très particulière. Dans le cas, par exemple, d'une maladie de Charcot, où on a affaire effectivement à des gens qui sont nourris par sonde de gastrostomie, qui ont une assistance respiratoire, on est bien dans le cadre de traitement. Et dans la mesure où cela, et on y reviendra lorsqu'on parlera justement de la sédation profonde et continue, on est bien dans le cas où les personnes peuvent demander l'arrêt de ces traitements et donc, par voie de conséquence, bénéficier de cette sédation profonde et continue. Donc c'est un avis défavorable pour les deux cas de figure. Avis du gouvernement. Oui, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, on est tout à fait favorable, par contre, à ce rajout qui clarifie bien les choses. Monsieur le Président, sur
L'amendement 90, le gouvernement donne un avis favorable parce que la rédaction qui résulte des débats à l'Assemblée nationale nous paraît mieux correspondre à l'objectif qui était recherché. La rédaction proposée par votre Assemblée, par votre commission, étant de manière excessive la procédure collégiale. Il y a des situations dans lesquelles cette procédure n'est pas utile. Donc avis favorable à l'amendement 90. Sur l'amendement numéro 3, avis défavorable parce que il me semble que la rédaction que vous proposez constitue une restriction par rapport à la formulation initiale en restreignant le nombre d'actes médicaux qui peuvent être considérés comme faisant l'objet ou étant constitutifs d'une obstination déraisonnable et donc avis défavorable. L'amendement numéro 72, avis défavorable dans la mesure où l'obstination déraisonnable repose aujourd'hui sur 3 critères. Et c'est la définition de l'arrêt du Conseil d'État qui nous permet d'aboutir à cela. Une obstination déraisonnable renvoie soit à des traitements disproportionnés, inutiles ou qui n'ont pour seule fin que le maintien artificiel de la vie. Donc cette définition a été analysée et validée par l'arrêt du Conseil d'État dans l'affaire Lambert et il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette définition qui a été posée dans un cadre juridique précis et clair. Donc avis défavorable à l'amendement 72. Sur l'amendement numéro 12 qui consiste à proposer de limiter le recours à la procédure collégiale aux seules situations où les patients sont hors d'état d'exprimer leur volonté, je donne un avis de sagesse. Parce qu'il me semble que, au fond, la rédaction issue de l'Assemblée nationale qui a été proposée dans l'amendement 90 renvoie bien à la même logique. Donc, d'une certaine façon, c'est le même esprit que vous portez, même si vous ne reprenez pas complètement cette rédaction. Donc, avis de sagesse à cet amendement qui réaffirme la primauté de la volonté du patient qui est en état de s'exprimer. À l'amendement 48, avis défavorable, amendement de Monsieur Chassaing, parce que au fond, il s'agit d'introduire une hiérarchisation des modalités de recherche de la volonté de la personne. Et votre amendement propose d'élargir le cercle des personnes consultées dans le cadre de la procédure collégiale, de ne pas exclure la famille lorsqu'une personne de confiance a été désignée. Dès lors qu'une personne de confiance a été désignée par la personne, par le patient, il ne nous semble pas bienvenu de contester cette démarche du patient lui-même. Avis également défavorable à l'amendement numéro 69, amendement qui a pour objet de préciser que la nutrition, l'hydratation artificielle et l'assistance respiratoire ne constituent pas un traitement, alors que l'arrêt du Conseil d'État, validé sur ce point par la Cour européenne des droits de l'homme, affirme bien que tel est le cas. Et enfin, amendement numéro 101, qui est le même que le précédent, enfin de même nature, donc avis défavorable également. Madame la ministre, je vais mettre aux voix. Monsieur Godefroy a demandé la parole pour explication de vote. Oui. Président, Madame la ministre, concernant donc l'article 37 donc, du Code de déontologie, je voudrais vraiment attirer l'attention de nos collègues sur le fait que la rédaction de la Commission change considérablement le sens. Je vais prendre une comparaison. Dans le texte de la Commission, on lit « Cette procédure collégiale réunit l'ensemble de l'équipe soignante et associe la personne de confiance ou à défaut les membres de la famille ou les, au pluriel, proches ». Dans le Code de déontologie, c'est tout à fait différent. Il est prévu que le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Ça, c'est très important de le maintenir. Il est tenu de le faire, par ailleurs, au vu des directives anticipées par l'un des détenteurs présentées par l'un des détenteurs de celle-ci, ou à la demande de la personne de confiance. C'est-à-dire que la personne de confiance peut demander la procédure collégiale. Dans la rédaction de la Commission, elle est simplement associée.
elle perd le droit de demande de solliciter la procédure collégiale. La famille, dans le texte de la commission, les personnes de confiance ou à défaut, donc associés ou à défaut les membres de la famille, alors que dans le texte donc de code de déontologie, c'est la personne de confiance de la famille, il n'y a pas de ou, et ou à défaut l'un des proches. Donc je pense vraiment que réécrire le code de déontologie est une erreur, parce que ça va créer beaucoup d'ambiguïté. Deuxièmement, ça élargit le spectre des gens qu'on va consulter avec l'ensemble de l'équipe soignante, qui est associée dans le cadre du code de déontologie, mais qui n'est pas à l'initiative, alors que dans le texte de la commission, elle participe à l'initiative. Donc je crois que ça, c'est tout à fait dommageable de réécrire le code de déontologie. Je pense qu'il vaudra mieux s'en tenir au code de déontologie tel qu'il est écrit. Ce serait quand même, à mon avis, une meilleure solution, beaucoup plus sage. Ça, c'est le premier point. Concernant l'hydratation et la nutrition, moi, je ne suis pas médecin. Moi, je vous renverrai simplement, mes chers collègues, aux débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, parce que comme je ne maîtrise pas très bien ce genre de choses, je me suis renseigné. Et moi, ma référence, c'est M. Leonetti. Et donc, je vais vous citer donc les propos de Jean Leonetti sur le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il dit, voilà, le débat sur l'hydratation et la nutrition en 2005 a abouti à un consensus pour reconnaître qu'il s'agissait d'un traitement. Donc, en 2005, consensus pour reconnaître qu'il s'agissait d'un traitement. Le Conseil d'État a validé cette option. Il ajoute « Une hydratation et une nutrition artificielle représentent une intervention sur le corps de l'autre. Cet acte consiste à ouvrir l'estomac pour y poser une sonde gastrique. C'est mettre une perfusion dans une veine. Selon la loi du 4 mars 2002, cela nécessite l'accord du patient. Il ne s'agit donc pas d'un soin simple, mais d'une thérapeutique. La preuve en est que, passé un certain temps, on est conduit à remplacer la sonde gastrique par un tube placé dans l'estomac. C'est une gastrotomie, un geste chirurgical, sauf à considérer que l'intervention chirurgicale n'est pas un traitement, il y a un problème. Moi, je pense qu'on ne peut pas trouver meilleure explication sur la nécessité de maintenir hydratation, nutrition comme traitement qu'aux propos tenus par M. Leonetti. La parole est à M. Revet. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre. Mes chers collègues, au terme de son propos cet après-midi, le Président Milon a indiqué que pour un certain nombre d'entre nous, il y avait des interrogations pour savoir si le texte n'était pas une forme d'euthanasie. Non pas en précisant que pour vous c'était ça, mais si je vois ce que l'on a étudié ce soir, les différents points sur lesquels nous avons travaillé, si une personne ne peut plus être alimentée, si une personne ne peut plus être hydratée, si on retire aussi, si nécessaire, l'aspect respiration, c'est quoi si en plus les soins palliatifs sont appliqués, éventuellement l'autre point, c'est-à-dire la sédation profonde et continue, obligatoirement, ça mène à la mort. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, dès lors qu'on accepte ces différents dispositifs, je ne vois pas comment on ne peut pas considérer que c'est une forme d'euthanasie, puisqu'une personne qui n'est pas alimentée, qui, à travers la sédation, est endormie, même s'il y a les soins palliatifs pour atténuer la douleur, ça mène obligatoirement à la mort. Alors, j'entends bien que le Conseil d'État a pris une disposition. Moi, je voterai les amendements qu'a déposés notre collègue Delège, parce que, quelque part, nourrir une personne, lui permettre d'être hydraté, je ne vois pas en quoi c'est un médicament qui est utilisé. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, le texte, s'il était adopté en l'état, serait une forme d'euthanasie. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Il nous reste 109 amendements à examiner pour terminer l'examen des articles de ce texte demain soir. Je vous propose donc de prolonger notre séance jusqu'à 1 heure. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Monsieur Barbier a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, deux choses. Je crois que nous examinons une proposition de loi
qui est encore avec l'intitulé de l'Assemblée nationale, « Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ». Et j'ai entendu tout à l'heure M. Gors évoquer le cas de Mme Sébir, qui n'était pas en fin de vie. Et je viens d'entendre Mme le ministre qui vient de citer le cas de Vincent Lambert, qui n'était pas non plus en fin de vie. Alors je crois qu'il faut qu'on reste dans le texte de la proposition de loi. Nous parlons des personnes en fin de vie. Et ceci est quand même important de faire référence à la décision du Conseil constitutionnel. Je sais bien, on a suivi l'affaire Lambert, mais Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Donc je crois qu'il faut rester dans le cadre de la proposition de loi. Alors l'autre point, c'est le problème de la nutrition, hydratation. Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même pied la nutrition, qu'elle soit parentérale ou qu'elle soit gastrique. La gastrostomie, vous savez, mon cher confrère, on n'en fait plus beaucoup. Hein. Je peux vous dire que c'est un geste maintenant qui est on met des sondes gastriques, mais la gastrostomie est très peu employée. Par contre, l'hydratation, c'est une mesure de confort. On en a discuté assez longuement en commission. Je pense que mettre une perfusion avec un sérum physiologique ou autre au patient, ça peut être considéré comme un soin qu'on peut dissocier de la nutrition et de la ventilation artificielle. La parole est à Madame David. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on touche là un des points peut-être qui nous sépare, qui nous différencie sur justement la volonté d'aboutir à ce texte de loi. En commission, lorsque les rapporteurs nous avaient proposé la modification de cet article, avec mon groupe, nous nous y étions opposés car, comme l'a très bien rappelé Jean-Pierre Godefroy, il nous semble que la rédaction telle qu'il le propose dans son article, dans son amendement 90 rectifié, correspond véritablement à ce que le législateur, en tout cas l'Assemblée nationale et en partie ici, souhaitait faire par rapport à ce droit à la fin de vie. Et en même temps, je ne suis pas favorable néanmoins à la partie, à l'alinéa qui stipule que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement, parce que pour le coup, je rejoins ce que disait notre collègue Monsieur Revet, si toutefois on devait arrêter tout traitement, puisque c'est ça, il faut arrêter tout traitement, inévitablement, cela conduira à la mort. Et je trouve quelque part que c'est assez hypocrite et même peut-être un peu barbare de se dire qu'on va faire cette sédation profonde et continue qui doit entraîner la mort, mais du coup, on ne va pas la faire suffisamment. On ne va pas aller suffisamment au bout de cette démarche et on va finalement laisser mourir le patient de soif, enfin de déshydratation en tout cas. Et je trouve ça hypocrite. Voilà, soit on dit on fait cette sédation et c'est ma position et c'est là où on n'est pas d'accord, mes chers collègues, mais c'est ma position. Soit on dit qu'on va vers une sédation profonde, continue qui amène à la mort, mais on l'a fait en toute connaissance de cause, le patient, la famille, l'équipe médicale, et on sait à quoi on va aboutir, auquel cas on accompagne le patient quand même avec une hydratation, mais on fait ça de manière finalement suffisamment forte et rapide pour que le patient décède dans des conditions qui ne soient pas des conditions de souffrance. Donc moi, je serais assez favorable à adopter la proposition qui a été faite par notre collègue Jean-Pierre Godefroy, mais j'enlèverais l'hydratation en fait et je permettrais qu'on maintienne l'hydratation aux patients jusqu'au bout de cette sédation profonde. Donc je ne sais pas s'il est possible, acceptable, envisageable de faire un sous-amendement en séance, mais du coup, je laisserai bien l'ensemble de l'amendement tel qu'il est. Et le dernier alinéa, j'enlèverai l'hydratation, ce qui ferait que la nutrition artificielle, et ça serait tout au singulier évidemment, la nutrition artificielle constitue un traitement, auquel cas on pourrait arrêter la nutrition artificielle du patient, mais on maintiendrait néanmoins l'hydratation, puisque l'hydratation ne se fait pas dans les mêmes conditions que la nutrition, c'est par perfusion intraveineuse, je crois, enfin je ne suis pas médecin,
Je ne fais pas partie des médecins de la commission des affaires sociales, mais je pense que l'hydratation doit pouvoir continuer jusqu'au bout. Voilà, parce que je pense que sinon c'est une forme d'hypocrisie et même de barbarie que de laisser mourir des patients dans de telles conditions, parce que évidemment on ne sait pas s'il y a souffrance, mais on peut quand même s'en douter. Et en tout cas, quand on voit un patient qui se réveille d'une opération classique après après qu'il ait été endormi, la première chose qu'il demande, eh bien, c'est de boire parce qu'il a soif. Donc on peut bien imaginer que cette hydratation est nécessaire, en tout cas aux patients, même en fin de vie. La parole est à Madame Génisson. Redemande la parole. Merci, Monsieur le Président. Et en ce qui me concerne, ayant la lourde tare d'être médecin, contrairement à Madame David, je suis pour autant totalement d'accord avec l'argumentation de Madame David. Je crois que le sujet de l'hydratation est un sujet tout à fait particulier. L'hydratation, contrairement à la nutrition, ne nécessite pas de gestes, médical excessivement sophistiqués, loin s'en faut. Par contre, et les travaux récents de recherche qui ont été faits sur le sujet de la conscience montrent que jusqu'à ce qu'on arrive à une sédation très profonde, on ne sait pas quel est le ressenti de l'être humain, et en tout état de cause, être déshydraté est une situation parfaitement indigne que l'on n'a pas le droit de faire supporter à un être humain. Une sédation très profonde va aboutir à l'arrêt de la vie, et ce n'est pas l'arrêt de l'hydratation associé à une sédation très profonde qui changera l'issue de la fin de vie. Il est évident que si, à un moment donné, on n'assure ni nutrition ni hydratation, sans sédation, je crois que c'est excessivement barbare et ça fera mourir la personne dans des conditions horribles. Par contre, assurer une sédation très profonde, progressive, longue, enfin pas longue, enfin tout ce qu'on veut, avec une hydratation, n'empêchera pas la personne d'arriver à l'issue fatale. Donc je pense que pour respecter la dignité de la personne humaine, il faut absolument maintenir l'hydratation. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole. Je reviens très rapidement sur cet amendement 90 rectifié. Le fait que nous ayons choisi de le rédiger de façon différente, c'était que dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, il y avait une ambiguïté et l'article 2 semblait prévoir un arrêt obligatoire des traitements jugés inutiles ou disproportionnés, sans que la volonté du patient soit recherchée ni qu'une procédure collégiale soit mise en œuvre. C'est le premier point de cet article 90 rectifié. Le deuxième point qui concerne l'alimentation et l'hydratation comme traitement. Non, un patient qui, dans des circonstances très particulières, demande l'arrêt de ces traitements, nutrition, hydratation artificielle, respiration artificielle, ce n'est pas de l'euthanasie. C'est à un moment donné considérer que les souffrances sont insupportables et il est en droit de demander l'arrêt de ces trois fonctions. Alors on va peut-être revenir à la question de l'hydratation comme une espèce d'obstination déraisonnable. Et donc, par voie de conséquence, la mise en place d'une sédation profonde et continue pour que les choses ne soient pas insupportables. Effectivement, mourir par asphyxie est quelque chose d'absolument inconcevable. Pour ce qui est de l'hydratation, effectivement, en commission, nous avons eu une discussion là-dessus. L'hydratation, Madame David, effectivement, se fait soit par voie veineuse, soit dans certains cas, lorsqu'on ne peut pas attraper une veine, par voie sous-cutanée. Et on peut considérer que c'est un confort dans un certain cas pour les derniers moments de vie, mais ça on y reviendra lorsqu'on rentrera dans ce débat. Monsieur le Président Milon, vous avez la parole. Je n'ai plus grand-chose à ajouter, Monsieur le Président, par rapport à ce qu'a dit Monsieur le rapporteur. Je voulais intervenir de la même façon, mais je voulais aussi vous rappeler la loi Leonetti, qui a été votée à l'unanimité, je rappelle. Et dans la loi Leonetti, il est dit à un moment donné qu'il y a un arrêt de tout traitement et que c'est le juge qui décide de l'arrêt de tout traitement. Et ces arrêts de tout traitement, évidemment, on est allé jusqu'au Conseil d'État. Et c'est le Conseil d'État qui, à la demande des médecins, à la demande des familles, pour faire un arrêt de tout traitement, a considéré que la nutrition et l'hydratation faisaient partie du traitement
et qu'il fallait donc arrêter tout traitement, y compris nutrition et hydratation. Donc c'est pour ça qu'on parle de nutrition et hydratation comme traitement, à la suite de la loi Leonetti. Si je rejoins le rapporteur sur l'hydratation, et ce qu'on peut dire mes collègues médecins, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais donc revenir sur l'amendement présenté par notre ami Delège. Si nous mettons que l'hydratation artificielle, la nutrition et l'assistance respiratoire, mais l'assistance respiratoire, pour moi, c'est un traitement, ne constitue pas un traitement, on détruit la loi Leonetti, il faut tout recommencer. La parole est à Monsieur le Président Retailleau. Alors, il y a deux amendements qui sont assez proches, et je pense qu'on pourrait les rectifier. Je pense que l'amendement qui associe à la fois, le président Milon l'a indiqué, la respiration artificielle à l'hydratation et à la nutrition, me paraît au-delà de la frontière de ce qu'on peut appeler le soin, et rentrer notamment avec les problèmes de ventilation, qui supposent d'ailleurs un outillage extrêmement lourd, ça me paraît rentrer effectivement dans le traitement. Moi, je serais, puisque j'ai co-signé avec Dominique Delège l'amendement 101, je souhaiterais qu'on puisse à ce moment-là retirer l'amendement précédent, rectifier l'amendement 101 pour le limiter à l'hydratation. Ce que je voudrais dire, c'est trois choses. Comme certains d'entre vous, j'étais sur ces bancs en 2005. Et nous avons tous eu, et un certain nombre d'entre nous d'ailleurs, on doit pouvoir retrouver les débats, le compte-rendu analytique, un certain nombre d'entre nous avons posé cette question du traitement, de la nutrition et de l'hydratation. Ça n'a pas été, comment dirais-je, considéré comme étant définitivement tranché. C'est la raison. Donc on ne peut pas dire, je pense, que la loi Leonetti, c'est considérer la nutrition, l'hydratation dans le traitement. Première chose. Deuxième chose, nous votons la loi. Il y a le Conseil d'État, mais on n'est pas encore dans le gouvernement des juges. La méthode prétorienne est une chose, la jurisprudence qui s'établit est une chose, mais il nous revient, en dernière analyse, le choix de voter la loi. Ce n'est pas le Conseil d'État qui nous indique, qui nous donne des prescriptions législatives. Il ne faut pas renverser les choses. Enfin, il me semble, n'étant pas médecin, moi non plus, mais j'ai écouté le docteur Gisson, j'ai écouté aussi Annie David, qui n'est pas médecin, il me semble, moi, que ce qui sépare le soin du traitement, c'est que le soin vise des besoins fondamentaux de l'homme, le traitement a une visée, a un effet thérapeutique, me semble-t-il. C'est la raison pour laquelle il me semble que si on ne dissocie pas les choses et si on n'indique pas que l'hydratation, c'est un soin, mais ça n'est pas du traitement, alors là, le texte prend franchement une mauvaise tournure et on est dans une pente euthanasique qui me paraît très claire. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être proposer de sous-amender, de rectifier l'amendement pour pouvoir indiquer que l'hydratation est un soin, en tout cas que ça n'est pas un traitement. Voilà le raisonnement que je voudrais faire devant vous. La parole est à Monsieur Leleux. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Président Retailleau a anticipé un peu ce que je voulais dire et je voudrais simplement rajouter un élément complémentaire. Pour moi, dans mon intuition, je ne suis pas médecin, je pense effectivement que l'hydratation et la nutrition sont des besoins naturels par rapport au traitement, qu'on serait coupable de priver de ce besoin naturel un malade, fût-il en plein de vie. Je comprends bien qu'il s'agit d'une nutrition artificielle, j'ai bien compris, mais pour cause, parce que le patient n'a pas la capacité ni de déglutir, donc je comprends bien ça, mais il s'agit quand même d'une nutrition et d'une hydratation. Je comprends bien que le Conseil d'État s'est prononcé pour le fait que l'hydratation et la nutrition soient considérées comme des traitements et par voie de conséquence qu'on peut les supprimer pour ne pas être en situation d'acharnement
thérapeutique. Je sais bien que dans le débat de la loi de 2005, on n'avait pas tranché le débat, mais que Jean Leonetti s'était plutôt exprimé pour considérer qu'il s'agissait d'un traitement. Pour moi, ça reste un besoin naturel qu'on serait coupable de ne pas donner à un patient, fût-il en plein de vie. Et simplement le petit élément, dans le débat très douloureux d'actualité de M. Vincent Lambert, qui depuis 6 ans est dans une situation que vous connaissez. La décision de la CEDH, qui donc confirme l'orientation des médecins, est de supprimer l'hydratation et la nutrition à ce patient. Il est dit dans tous les commentaires qu'après 6 ans de la situation dans laquelle il est, si on coupe aujourd'hui la nutrition et l'hydratation, il va mourir dans les 5 à 6 jours. Alors, si ce n'est pas achever quelqu'un, il faut me dire ce que c'est. La parole est à M. Labazé. Oui, Monsieur le Président, avec l'accord de l'auteur de notre amendement, 90, M. Godefroy, donc nous proposons, suite aux propositions de Mme David, de sous-amender l'amendement 90 dans la dernière phrase, de séparer le dispositif de l'hydratation du dispositif de la nutrition. C'est-à-dire, on fait disparaître le mot hydratation pour ne conserver que le mot nutrition et à ce moment-là avoir un texte ainsi rectifié et amendé, Monsieur le Président. Oui, je précise, c'est une rectification, c'est pas, parce qu'il n'est pas possible d'amender et de sous-amender. Hein. Voilà, la parole est à M. Chassaing. Président, je vais retirer l'amendement 48, puis il semblerait que ce n'est pas conforme, même si je souhaite que les familles soient associées. En ce qui me concerne, ça me paraîtrait tout à fait normal. Je voulais rappeler l'article L 1110, juste quelques mots, 10. Les soins palliatifs visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Moi, je considère que si on arrête l'hydratation, eh bien, on ne sauvegarde pas la dignité du patient, parce que ce n'est pas l'hydratation qui va changer quoi que ce soit, ce n'est pas un traitement, et je pense qu'il faut absolument le conserver. D'ailleurs, dans sa sagesse, la Commission avait voté de façon favorable. Je rappelle que la sédation profonde et continue, c'est là aussi, on verra peut-être tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit être proposé lorsque le pronostic vital est engagé à très court terme, c'est-à-dire en heures ou en jours, et ce n'est pas l'hydratation qui va prolonger la vie. Par contre, si on n'hydrate pas le malade, on peut penser qu'il aura des souffrances au moment de la déshydratation, et je pense que, bien sûr, ces souffrances sont difficiles à évaluer, mais je pense qu'il faut absolument maintenir l'hydratation. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Roche. Pour dire que je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit par Mme David, par Mme Génisson, par M. Retailleau, par tout le monde ici. Il semble qu'il y ait un consensus. Je crois qu'il faut absolument dissocier, et puis Georges Labazé a proposé un sous-amendement qui me va très bien, je crois qu'il faut dissocier la déshydratation de l'arrêt de l'alimentation et de l'assistance respiratoire. Pourquoi? Alors bien sûr, on a dit que le Conseil d'État avait légiféré après l'excellente loi Leonetti. C'est vrai. Mais nous, on est aussi ici en pensant aux gens qui sont dans un lit et en train de mourir. Moi, ce n'est pas le Conseil d'État qui m'intéresse. J'ai été médecin pendant 40 ans, c'est la personne qui est dans son lit et qui va mourir. C'est ça, et c'est en fonction de ça qu'on doit prendre la décision. Or, la déshydratation, l'arrêt d'hydratation, je suis pour qu'on la continue à hydrater les malades pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été dit par M. Chassaing, et puis par d'autres, c'est que ce n'est pas parce qu'on va avoir une hydratation d'1 litre par jour, d'1,50 litre, qui va servir de vecteur d'ailleurs pour apporter la sédation par l'hypnovèle, qu'on va changer les choses. On allongera peut-être 1 heure ou 2, mais c'est vraiment pas. On est toujours quand même dans les soins palliatifs.
La deuxième raison, ça a été dit par Mme Génisson de façon très... On ne sait pas quelle est la sensation de soif qu'a quelqu'un qui est posé dans le coma. On ne le sait pas. Et actuellement, il y a des recherches qui montrent que vraisemblablement, là, il y a un manque de confort des dernières heures de la vie si on est en état de déshydratation, parce que c'est ressenti comme une souffrance, même quand on est en état de sédation. Et tant qu'on a un doute là-dessus, on n'a pas le droit d'arrêter l'hydratation. La troisième raison, c'est pour l'entourage familial. C'est quelqu'un qui se déshydrate, il y a une déchéance physique qui est très douloureuse pour l'entourage, pour les enfants, pour les proches. Et qu'il faut éviter cette image, avant le grand départ, il faut éviter que les proches gardent cette image. Et puis enfin, il y a un symbole, c'est qu'on a toujours dit on meurt de soif. Et qu'à partir du moment où on arrête l'hydratation, et c'est M. Retailleau qui l'a très bien dit, on tombe un peu pour nous sur ce qu'on ne veut pas, c'est passer du soin palliatif et de la sédation profonde à une notion d'euthanasie. Et je crois que l'hydratation, c'est le barrage, c'est-à-dire si on continue à hydrater, on pourra dire qu'on est en soin palliatif et qu'on n'est pas dans l'euthanasie. La parole est à Monsieur le rapporteur. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit en matière d'hydratation, je vous propose l'intitulé suivant. L'hydratation artificielle constitue un traitement de confort qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. Alors pourquoi qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie? Non? Un soin? Bon, l'hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. Pourquoi qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie et non pas qui est maintenu jusqu'en fin de vie? Parce que tout simplement, dans les tout derniers moments de la vie, il y a ce qu'on appelle le râle agonique. Et dans ce cas-là, le maintien de l'hydratation jusqu'au bout du bout aggrave ce râle agonique. Et il est bien connu que dans ces cas-là, les unités de soins palliatifs arrêtent ce traitement au dernier moment. Et ça me paraît très important de le rappeler. On utilise même des substances pour assécher, passez-moi l'expression, comme la scopolamine. Voilà. Et puis un dernier point que je veux quand même rappeler, parce que cela revient souvent dans le débat, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. On est hors cadre de la loi que nous étudions ce soir. Donc, je répète, si vous en êtes d'accord, l'hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. C'est sur quel amendement? C'était sur le 90, c'est-à-dire la phrase que nous avions su. Attendez, sur lequel? Oui, si vous le permettez, je suspends la séance quelques instants, oui, parce qu'avec toutes ces rectifications qui interviennent en séance, c'est mal commode. Hein, donc je vous demande, je suspends la séance pendant 5 minutes. Alors on en était aux explications de vote sur le 90 rectifié bis. La parole est à Monsieur Gors, qui n'est plus là. Et donc, c'est Madame Gatel qui a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme un certain nombre d'éminents collègues, je ne suis pas un éminent médecin, donc la science peut m'échapper. Ceci dit, j'ai été frappée ce matin lors de la Commission des affaires sociales où il y avait un vrai débat entre des médecins pour savoir si l'absence d'hydratation générait des souffrances ou n'en générait pas. Et moi, je pense qu'au vu de l'absence d'un verdict qui aurait fait l'unanimité auprès des médecins, je pense qu'effectivement, il est extrêmement important de pouvoir considérer que l'hydratation n'est pas un traitement, mais que l'hydratation correspond à un soin, alors même qu'il me semble que la nutrition peut relever d'une autre qualification. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je maintiens l'avis défavorable à l'évolution qui est proposée, ce qui m'amène à donner un avis défavorable à l'amendement auquel j'avais donné initialement un avis favorable, l'amendement numéro 90, puisqu'il a vu sa rédaction évoluer. Je ne vais pas rentrer dans un débat de fond. J'entends qu'il y a un consensus qui est en train de se créer dans cet hémicycle. Je dis simplement que de l'avis de tous les médecins qui ont été consultés pour l'élaboration
du texte, la réflexion qui a été engagée, il n'y a aucune raison médicale d'établir une différence entre l'hydratation qui serait renvoyée du côté du confort et d'autres supports artificiels extérieurs qui, eux, seraient des traitements. Il serait inhumain, je n'hésite pas à employer ce mot, d'arrêter de la ventilation artificielle sans compenser l'arrêt de ce traitement extérieur par des mesures d'accompagnement, de prise en charge et de confort. Et de la même manière, arrêter de l'hydratation sans compenser le fait qu'on arrête d'apporter cette hydratation serait inhumain. Mais ce n'est pas plus inhumain que d'arrêter un soutien de dialyse, d'arrêter un soutien de ventilation artificielle. Donc c'est un traitement, l'hydratation est un traitement au même titre que l'alimentation, la ventilation artificielle, le soutien par dialyse, et donc nous n'établissons pas de différence entre ces différents traitements extérieurs qui sont un support artificiel et extérieur à la vie. Donc j'entends que l'hydratation a une charge émotionnelle plus forte, mais si on maintient de l'hydratation sans autre traitement, on peut aboutir à une surhydratation artificielle qui pose d'autres types de difficultés. Je n'ouvre pas le débat, mais je dis simplement que pour ces raisons, le gouvernement n'est pas favorable à ce qu'il y ait une différence qui soit établie entre hydratation et autres traitements, et donc je donne un avis défavorable à tous les amendements qui avaient été présentés et qui introduisaient cette différence, et donc j'apporte, contrairement à tout à l'heure, un avis défavorable à l'amendement 90 rectifié. Monsieur Godefroy, dernière intervention. Oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, nous avions présenté un amendement donc rectifié en pensant que nous pourrions obtenir un consensus. Apparemment, ce sera très difficile si j'en crois le second amendement rectifié que nous avons reçu. Nous avions maintenu dans notre amendement la première partie concernant le code de déontologie qui avait reçu un avis favorable du gouvernement. Et nous avions modifié, puisque après le débat, il semblait se dégager un consensus concernant l'hydratation, nous avions modifié en disant que la nutrition artificielle constitue un traitement. Nous pensions que telle rédaction pouvait générer un consensus général dans cet hémicycle. Voilà, nous maintenons notre amendement, bien sûr, mais je crois que dans le cadre de ce débat, il faudrait peut-être essayer de trouver quand même des voies d'accord. Et je vois pas, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que véritablement la Commission des affaires sociales souhaite modifier la rédaction du code de déontologie. Je pense que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Je ne comprends pas l'objectif poursuivi par la Commission. Bien, je mets aux voix l'amendement numéro 90 rectifié bis. Qui est pour ? Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Je mets aux voix le 3 rectifié bis qui avait été présenté par M. Gilles. Double avis défavorable. Qui est pour? Oui, mais là on est en train de voter pour l'instant sur le 3 rectifié bis. Voilà. Donc, qui est pour le 3 rectifié bis, pardon? Voilà. Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Le 72 rectifié de M. Barbier, avis favorable de la Commission et avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il est adopté. Le 12, présenté par la Commission des lois, sagesse du gouvernement, avis favorable évidemment des commissions. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il est adopté. Le 48 rectifié de M. Chassaing, double avis défavorable, il est retiré. Très bien. Le 69 rectifié, M. Delège. Donc je le retire. Il est retiré. Et le 101 rectifié terre. Le 101, il y a une proposition pour aller vers un consensus qui consisterait à écrire que l'hydratation artificielle constitue un soin
qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. Il s'agit d'un soin et non pas d'un traitement, c'est bien mis d'accord là-dessus, qui peut être maintenu. Il ne s'agit pas d'une obligation parce qu'on pourrait générer un contentieux. Et on reste dans le débat que nous venons d'avoir, notamment ce qu'expliquaient notre collègue Madame David et Madame Génisson, c'est-à-dire permettre que malgré l'arrêt de tous les autres traitements, dans un certain nombre de cas, le patient puisse être hydraté sans pour autant qu'on tombe sur la jurisprudence du Conseil d'État et sans remettre en cause la position au fond de la Commission des affaires sociales en parlant de soins et non pas de traitement. La rectification, c'est l'hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. Bon. D'accord. Avis de la Commission? Favorable. Avis du Gouvernement? Défavorable. Monsieur Raoul. Oui, cet amendement n'est pas si neutre que le texte que vous venez de lire, Monsieur le Président. Il s'agit bien de revenir au texte de la Commission qui touche au code de déontologie. Et ça c'est complètement différent du 90 que nous avions présenté, qui ne touchait pas au code de déontologie, qui revenait au texte initial de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas nous prendre pour des naïfs avec un amendement tel qu'il est rédigé, c'est qu'on revient au texte qui touche au code. On est bien d'accord. Autrement dit, c'est toute une démarche complètement différente. D'autre part, j'ai entendu, je ne suis pas médecin, j'aimerais bien avoir quand même, en sortant d'ici à cette heure tardive, savoir ce que provoque réellement l'arrêt de l'hydratation. Madame la ministre nous dit que ça peut conduire, que c'est un traitement comme un autre. Pour ce que j'ai compris tout à l'heure de la part des différents intervenants professionnels, c'était plus un soin et un confort. Et en aucun cas, ça n'avait comme objectif de prolonger la vie ni de l'arrêter. Donc, j'arrive pas très bien à comprendre ce que signifie ce mot hydratation réellement sur les patients. Monsieur le rapporteur. Concernant le code de déontologie, on ne le touche absolument pas. On le précise. Non, on le précise. Le code de déontologie parle de collégialité. Nous, dans le texte, nous précisons ce qu'est cette collégialité, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il suffit de lire, hein, il n'y a pas d'automaticité. Il n'y a pas d'automaticité à l'arrêt de traitement, contrairement à ce que pouvait laisser faire penser la première rédaction. Voilà, c'est aussi simple que ça, franchement. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 101 rectifié terre. Monsieur Godefroy, vous avez déjà pris la parole. Hein. Pas là-dessus. Allons-y, oui. Oui, non, mais on est d'accord. Je voudrais simplement faire une observation. Dans la réflexion, ce n'est pas aussi limpide que ça, monsieur le rapporteur, puisque en commission, dans le premier jet que vous aviez proposé, vous aviez maintenu vous-même, hydratation, nutrition est un traitement. Vous l'aviez mis dans le corps du texte qui intégrait le code de déontologie. Donc, enfin, c'était dans le même, ça faisait un seul article. Ça faisait, on vient de reprendre, ça faisait un seul paragraphe. Oui, il y avait un paragraphe. Vous avez écrit dedans, c'était intégré, l'hydratation et la nutrition. C'était intégré dedans. C'était intégré dans le texte écrit. Bon, alors on va le reprendre, on va le ressortir. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça toujours. Et donc, vous avez changé d'avis en commission. Donc, je vois que c'est pas aussi limpide que ça. Et dans les conditions où les choses se présentent, bien évidemment, on pourrait être tenté de le voter après les explications de nos collègues. Moi, personnellement, vu la situation, je m'abstiendrai sur l'amendement rectifié terre. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, alors sur ce dernier point, bon, peut-être que j'ai manqué de clarté, mais concernant hydratation, nutrition artificielle, ça n'appartient pas au code de déontologie. Le code, non, mais d'accord. Le code de déontologie que nous évoquons touche uniquement la collégialité, c'est du réglementaire, et la collégialité dans le texte que nous proposons est détaillée, éclaircie par rapport au simple fait de dire la collégialité telle qu'il est dans le code de déontologie. Bon, on peut le ressortir. Bien.
Je vais donc mettre aux voix le 101 rectifié terre, ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. L'article 2, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Après l'article 2, je suis saisi de 8 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Godefroy, le 9 rectifié terre. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement propose d'instaurer un droit à bénéficier d'une véritable aide active pour mourir pour les personnes majeures, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, leur infligeant une souffrance qui ne peut être apaisée et qu'elles jugent insupportable. Elle permet, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. L'amendement ouvre également ce droit aux personnes qui se trouvent hors d'état d'exprimer leur volonté, à condition qu'elles aient expressément fait figurer cette volonté de façon univoque dans leur directive anticipée. J'insiste sur le fait que ce dispositif doit être très strictement encadré et qu'il est bien évidemment un droit, une liberté, une faculté et en aucun cas une obligation. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre et éclairée, réfléchie, et qu'il n'existe aucune autre solution acceptable par elle-même dans sa situation. Et bien entendu, les médecins auraient toujours la faculté d'exercer leur clause de conscience. Cet amendement, mes chers collègues, n'est en fait que la répétition de ce qui a été proposé à quelques mots près par moi-même et bien d'autres depuis plusieurs années dans cet hémicycle et au Sénat. Il est également quasiment identique à une proposition de loi déposée au nom du groupe socialiste de l'Assemblée nationale en 2009, dont le premier signataire était le président du groupe d'alors. Je dirais, sur les 14 de nos ministres qui étaient alors députés, 10 avaient formellement co-signé cette proposition de loi. Vous me pardonnerez, je l'espère, cette remarque, mais j'aimerais ne pas en déduire que nous serions moins convaincus en 2015 que nous ne l'étions en 2009. Cet amendement est également identique à celui qui avait été déposé en 2011 par des membres du groupe socialiste, UMP et communiste. Nous étions parvenus à rédiger un texte commun qui reprenait les termes de cet amendement. Il avait été adopté par la Commission des affaires sociales avant d'être rejeté en séance. Dois-je en déduire que la Commission des affaires sociales de 2011 était plus progressiste en ce domaine qu'elle ne l'est aujourd'hui? Dans sa lettre posthume, mon ami Nicole Boucheton nous alerte. Se rendre en Suisse, dit-elle, demande beaucoup d'argent. La prise en charge elle-même, le voyage, l'hébergement sur place lorsqu'on vient de loin. Ajoutez à ceci le fait d'être encore capable physiquement de se déplacer. Elle révèle aussi une inégalité sociale insupportable que l'on a connue sur d'autres problèmes de société. La possibilité pour certains de se rendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir et l'impossibilité pour les autres parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Nous avons vécu ça dans d'autres textes qui sont souvent des textes de référence. Elle conclut cette lettre posthume en parlant de l'engagement numéro 21 du président. J'aurais aimé en profiter et ne pas avoir à m'exiler en Suisse. Nous vous déposons cet amendement parce que nous savons que de multiples cas sont en attente dans notre pays et que des personnes souhaiteraient pouvoir, quand elles savent que de toute façon l'issue est inéluctable, que la seule issue c'est d'arriver en fin de parcours dans des souffrances et d'arriver certainement à la sédation terminale, mais comme l'ont dit déjà nos collègues dans les tout derniers jours, de préférer pouvoir arrêter quand on est encore conscient, quand on peut encore partir en présence de sa famille, de pouvoir dire au revoir, de faire ce passage les yeux ouverts. Et donc, c'est l'objet de cet amendement. Nous y reviendrons dans les explications de vote. Merci, mon cher collègue. Amendement numéro 33 rectifié terre, Monsieur Cadic. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je défendrai donc les amendements 33 et 34 dans cette même intervention. Mon corps m'appartient. Chacun d'entre vous se souvient de cette phrase. En écho à cet appel, il y a 40 ans, la loi Veil fut votée. Cette loi a marqué notre pays et ma famille politique. Ma mort m'appartient. Ceci est le titre du livre de Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. En écho, des sénatrices et des sénateurs de toutes tendances réunis, j'en ai compté 79, ont déposé ou co-signé des amendements pour élargir le champ des possibilités offertes aux patients en fin de vie et légaliser une aide active à mourir.
En 2015, on meurt toujours mal en France. Notre législation se limite au laisser mourir, alors que 96% de la population interrogée, sondage en octobre 2014, approuve le recours aux médecins pour mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent. Un rapport publié par The Economist classe la France parmi 33 pays de l'OCDE étudiés au 12e rang des pays dans lesquels on meurt le mieux, derrière notamment les pays qui ont été les premiers à légaliser l'euthanasie, les Pays-Bas, la Belgique. Par ailleurs, selon l'étude Mao, mort à l'hôpital, publiée en 2008, les soignants considèrent que seulement 35% des décès s'y déroulent dans des conditions acceptables. Il convient donc, en réponse aux souhaits lucides et responsables de nos concitoyens, de modifier la loi actuelle et d'autoriser dans le droit français, dans un cadre rigoureux et humain, une aide active à mourir dans le cas de pathologies avérées à tendance invalidante telles qu'elles sont définies dans le Code de la santé publique. Chacun doit se voir ainsi reconnaître le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre République. Les amendements que nous défendrons au Sénat ne retranchent rien au dispositif proposé par le texte voté à l'Assemblée nationale. Ils permettent seulement d'ouvrir à des malades le droit de mourir dans la dignité sous assistance médicale. Les Français bénéficieront alors pleinement de leur ultime liberté, comme les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses en disposent déjà dans leur propre pays. Ainsi, cette possibilité ne sera pas réservée aux seuls compatriotes qui ont les moyens de s'expatrier pour en bénéficier. Cet amendement constitue une proposition respectueuse de l'humanisme et de la liberté individuelle lorsqu'elle est exprimée de façon éclairée et réfléchie. Je souhaite ce soir que nous ne soyons pas que 79 et que la majorité de ce Sénat fasse progresser la loi de notre pays. Merci. Le 98 rectifié bis n'est pas soutenu. Le 34 vient d'être défendu. Nous en arrivons au 44. Madame Bouchoux, c'est vous qui défendez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues sénateurs et sénatrices, cet amendement est de la même veine de ceux qui ont été défendus précédemment par le sénateur Godefroy et Cadic, avec les mêmes motivations. Il répond à une très forte demande de la population. Il vise à instaurer l'assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes, en plus de la sédation profonde et continue jusqu'à la mort prévue par le texte aujourd'hui évoqué. L'objectif de notre amendement est d'élargir le champ des possibilités offertes aux patientes en fin de vie. Personne n'est obligé, nous n'obligeons personne. Ce que nous réclamons, c'est que notre vie nous appartienne jusqu'à la fin et que les personnes qui souhaitent bénéficier de ce dispositif et qui rentrent dans les conditions prévues puissent avoir la fin de vie qu'ils souhaitent et ne pas être l'objet d'acharnement, ne pas être obligé de partir en Suisse ou ne pas être obligé d'avoir recours à des connivences ou des complicités qui permettent de faire hors la loi ce que nous demandons à sécuriser dans un cadre juridique. Et là aussi, nous espérons que le Sénat saura entendre ce message dans la mesure où, il y a moins de 10 ans, un grand nombre des personnes qui sont actuellement ministres en responsabilité trouvaient cette option positive. Qu'on m'explique pourquoi ce qui était bien il y a 10 ans, je n'étais pas parlementaire, serait aujourd'hui devenu caduc et périmé. Je vous avoue que je ne comprends pas bien, hormis des logiques de politique électorale. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Monsieur Requier pour le 71 rectifié. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Chacun devrait pouvoir finir sa vie comme il l'entend et rester maître de son destin. Mais ce droit, revendiqué dès 1978 par les sénateurs Henri Caillavet et Jean Mézard, qui était le père de Jacques Mézard, est souvent refusé aux patients en phase avancée au terminal. Pendant la campagne présidentielle de 2012, le futur président de la République s'était engagé à ce que toute personne majeure en phase avancée au terminal d'une maladie incurable
provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans les conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Même si elle comporte une disposition nouvelle, la proposition de loi Claeys et Leonetti ne répond que très partiellement ou imparfaitement à cet objectif, puisqu'elle propose une sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais n'autorise pas une assistance médicale à mourir. Aussi, notre amendement reprend le dispositif d'une proposition de loi que plusieurs membres du RDSE ont déposée en juillet 2012. Il vise à permettre à des malades très graves, dont le cas est dramatique et sans autre issue qu'une mort particulièrement pénible, d'opter pour le droit de mourir dans la dignité, médicalement assisté, dans les meilleures conditions possibles. Il ne s'agit en aucun cas de banaliser cette pratique, mais de reconnaître, au nom de la solidarité, de la compassion et de l'humanisme, l'exception d'euthanasie, notion introduite par le Comité consultatif national d'éthique dans un avis du 27 janvier 2000. L'assistance médicalisée à mourir doit être, bien évidemment, fortement encadrée. Lorsqu'une personne se trouve dans un état de dépendance tel qu'il lui semble qu'elle ne vit que pour en finir, quelle qu'elle prend la décision de céder face à une vie de souffrance et sans aucun espoir, il est important de lui permettre de ne pas se suicider dans la clandestinité, de lui reconnaître ce droit de pouvoir mourir de la dignité. Le respect de la liberté individuelle doit nous conduire à accepter que des patients décident de bénéficier d'une aide à mourir. Collègue Madame David, vous faites ensemble 80 et 82 ? Je les présenterai dans la suite, mais ils concernent deux catégories de patients. Donc le premier, Monsieur le Président, ils sont tous les deux dans la suite de ce qui vient d'être défendu par mes collègues, mais le premier est issu donc d'une proposition de loi de mon collègue Guy Fischer que j'avais co-signé à ses côtés, et des travaux qui ont été menés ici au Sénat par le groupe de travail de la Commission des affaires sociales entre 2010 et 2011. Ce groupe, en s'inspirant des propositions de loi qui émanaient de parlementaires de différents groupes, groupe communiste, républicain, citoyen, groupe socialiste, UMP, avait formulé des propositions pour permettre et encadrer le recours à l'assistance médicalisée à mourir. Le texte adopté en commission avait été rejeté en séance publique. Pourtant, il concerne un problème crucial et porte sur un sujet qui fait consensus auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens. 90% d'entre elles se disent favorables à l'euthanasie et 86% souhaitent que la nouvelle loi sur la fin de vie légalise l'euthanasie active. C'est en effet une évolution naturelle qui s'inscrit dans la continuité de l'évolution des pratiques médicales à laquelle nous avons assisté ces dernières années. En effet, peu d'entre nous contestent le recours à la contraception, à l'IVG, cela a été rappelé par notre collègue Cadic et la loi de Simone Veil, ou à la procréation médicalement assistée. Dans cette mouvance, il convient de conquérir un nouveau droit, celui de mourir sans souffrance, dignement et quand on le souhaite. Il s'agit de pouvoir demander, quand on est placé dans un état de dépendance, que l'on estime incompatible avec sa propre dignité, une assistance médicalisée pour mourir. Ce recours est bien entendu encadré. Il concerne les personnes majeures qui en ont fait la demande de manière libre et éclairée. De plus, nous proposons d'introduire une clause de conscience par laquelle le médecin peut refuser de pratiquer l'acte d'assistance pour mourir en cas de refus, et afin que les droits du patient à mourir soient garantis, il est prévu que le praticien oriente le patient vers un confrère, une consoeur, à même de pratiquer l'acte. Cet amendement a pour mérite de proposer davantage de solutions aux personnes atteintes de maladies graves et incurables, et ainsi une plus grande liberté pour être acteur de sa mort. Elle propose également des garde-fous suffisants pour empêcher les dérives, information sur les soins palliatifs, délai de réflexion, vérification du caractère libre et éclairé du choix du patient, etc. Elle s'appuie enfin sur les exemples étrangers où l'euthanasie active est autorisée et où les craintes qu'elle s'accompagne d'une baisse des moyens alloués aux soins palliatifs n'ont pas été avérées. Surtout, dans ces pays, nous n'avons pas assisté à une hausse des pratiques d'euthanasie active, ce qui démontre qu'en encadrant ce droit, il est possible d'éviter les dérives naturelles. Le 82 rectifié, Monsieur le Président, s'adresse au patient, même si ce dernier n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, de pouvoir accéder à une assistance médicale pour mourir comme tout autre patient.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'ouvrir la voie à d'éventuelles dérives, notamment celles consistant à proposer une assistance médicale pour mourir, faute de moyens alloués à un vrai accompagnement en soins palliatifs. Ce dispositif qui est proposé ici, en plus d'être équilibré, va dans le sens de l'évolution de la médecine, mais aussi de la volonté de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et il permettrait surtout d'apporter des solutions face à des drames familiaux dont certains ont été malheureusement jetés sous les feux de l'actualité, comme les affaires Vincent Imbert ou plus récemment l'affaire Vincent Lambert. Merci, ma chère collègue. Avis de la commission. Pas du tout, j'étais en train justement de rédiger mon intervention. Alors, il est difficile d'aborder ce sujet en faisant abstraction de considérations philosophiques, religieuses, voire même politiques. Et pourtant, je répète, comme j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, en commission en particulier, cette loi n'est pas pour ceux qui veulent mourir, mais pour ceux qui vont mourir. La commission a rejeté ces amendements pour deux raisons. Première raison, la question est de savoir, doit-on médicaliser la mort en demandant à un médecin ou à un soignant, dans un cadre de loi, de donner la mort. Deuxièmement, si on ouvrait ce droit à l'euthanasie, ne serait-ce pas une solution expéditive pour occulter la question de la fin de vie? Et je rappelle que notre société a la fâcheuse tendance de reléguer tout ce qui est vieillesse, tout ce qui est maladie et tout ce qui est mort. Pour cette raison, la Commission a rejeté cette série d'amendements qui ouvriraient le droit à l'euthanasie et nous avons préféré, dans un cadre d'accompagnement de fin de vie tel que nous aurons l'occasion de le développer, de permettre dans un acte non instantané d'accompagner la fin de vie dans le cadre d'une sédation continue qui respecte le côté émotionnel de la famille, de l'entourage et qui respecte aussi pour le médecin, le fait de ne pas donner la mort. Je rappelle que cette loi a un but, c'est de protéger l'individu, bien évidemment, de protéger également les soignants qui vont être amenés à accompagner cette fin de vie, protéger, et en particulier sur un plan émotionnel, l'entourage, et enfin protéger la société. Avis du gouvernement. Donc, un avis défavorable. Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire que je comprends très bien la démarche qui est présentée à travers ces amendements et la réflexion qui est portée par ces amendements. Je considère, je l'ai dit d'ailleurs à la tribune, qu'on n'écarte pas d'un revers de la main la préoccupation qui est ainsi portée. Et au fond, nous devons entendre la demande qui existe chez nos concitoyens, chez un grand nombre de nos concitoyens qui viennent s'exprimer sur des bancs divers, de pouvoir aller au-delà de ce que propose le texte actuellement en discussion. Certains ont dit, d'ailleurs, pour s'en étonner, qu'il y a quelques années, des membres du gouvernement actuel avaient signé des textes qui allaient dans le sens de ce qui était proposé. Et je vous répondrai deux choses. D'abord, que l'on peut être constant dans ses positions et en même temps avoir d'ailleurs une réflexion qui évolue. Moi, je vais vous dire qu'il me semble que nous ne sommes pas allés si loin que cela ce soir et à d'autres moments dans la question de savoir s'il faut mettre sur le même plan l'euthanasie au sens strict et le suicide assisté. Ce sont deux démarches très différentes. On peut se retrouver dans l'une et pas dans l'autre. Et il y a quelques années, dans les propositions de loi qui ont été rédigées, la différence n'était pas faite entre les deux. Il me semble donc qu'il ne va pas de soi que l'étape suivante relève ou de l'une ou de l'autre indifféremment. Mais moi, je le dis très simplement. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à titre personnel. Moi, je me retrouve assez bien dans la démarche qui est proposée. La question n'est pas celle-là. La question, et c'est pour cela que nous avons proposé, que le président de la République a souhaité proposer un texte qui en reste à la sédation profonde et définitive.
c'est comment peut-on apprécier l'état de la société? Quelle est la situation de notre pays aujourd'hui? Pas il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais aujourd'hui. Et l'appréciation qui a été faite au terme des débats, la conférence citoyenne, le rapport du Comité consultatif national d'éthique, était de dire qu'il y avait, semble-t-il, un consensus dans le pays pour aller vers ce que propose la proposition de loi, si j'ose dire, mais que ce consensus n'était pas réuni pour aller plus loin. Et donc, le choix qui a été fait par l'exécutif, qui a été fait par le président de la République, c'est d'aller aussi loin que possible dans ce que permet l'état de la société française. Et je veux répondre à ceux qui disaient que la proposition de loi ne répondrait pas aux engagements présidentiels, pour autant que cela était intéressé par l'engagement présidentiel, même si je conçois que cet engagement ne lie pas l'ensemble des bancs ici. Mais ce qui est dans cette proposition de loi s'inscrit dans l'engagement présidentiel. On peut considérer qu'on ne va pas assez loin, on ne peut pas considérer, je le dis, qu'il n'y a pas respect de l'engagement présidentiel tel qu'il s'est exprimé pendant la campagne. Et donc, le gouvernement donne un avis défavorable à cet amendement. Je pense que d'autres à ma place peut-être l'exprimeraient autrement. Moi, je n'ai pas de difficulté pour dire ma position personnelle. Je l'ai exprimée à de très nombreuses reprises, mais ma position personnelle s'efface derrière ce qui est l'appréciation du gouvernement et de l'exécutif de ce qui est aujourd'hui possible dans la société française telle qu'elle est. Et donc moi, je souhaiterais que soit retiré, en tout cas par certains, l'amendement qui est présenté, qu'un vote d'abstention, le cas échéant, puisse être réalisé. Mais en tout cas, je donne au nom du gouvernement un avis défavorable à ces amendements. Avis défavorable à ces amendements. Monsieur le Président Milon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur ce qui a été excellemment dit et par le rapporteur et par Madame la Ministre. Je voudrais, moi, compléter ce qui a été injustement dit par certains qui ont présenté leurs amendements. Monsieur Godefroy, je vais rectifier, si vous voulez bien m'écouter 2 secondes, la vérité, puisque vous avez dit qu'en 2011, la Commission des affaires sociales avait voté à l'unanimité avait voté la proposition de loi majoritairement, donc la proposition de loi qui avait été présentée par votre groupe. C'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce vote avait été fait à la suite d'un accord entre l'opposition et la majorité afin que le texte puisse venir en séance. Sinon, il n'aurait pas été voté, bien évidemment. Et une fois le texte venu en séance, il a été retoqué pratiquement immédiatement par la majorité de l'époque. Donc, quand on dit les choses, on va jusqu'au bout. On n'en dit pas qu'une partie est la partie qui vous arrange. Pour ce qui est de M. Cadic, je voudrais lui dire aussi qu'il prend des exemples sur les pays européens en ce qui concerne l'euthanasie. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui le pratiquent actuellement, en oubliant de dire qu'il y a des bilans qui sont actuellement faits par ces pays sur l'euthanasie. Et en oubliant de dire aussi que dans le cadre de ces bilans, en Belgique en particulier, et je l'ai dit dans mon intervention, mais dans un autre pays un peu plus au nord de la Belgique, qui pratique également l'euthanasie, il constate que la loi, bien que celle-ci étant particulièrement bien encadrante, n'est plus respectée. Il constate qu'il y a des débordements, il constate qu'il y a des dérives importantes, à tel point qu'un de ces 2 pays envisage de revenir sur la loi sur l'euthanasie. Alors attendons ces bilans, voyons ce qui se passe, et puis nous verrons ensuite. Monsieur Néry. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, ainsi que Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Je crois qu'on est devant un problème où chacun s'exprime avec sa conscience. Et je crois qu'on aura un vote de chacun en conscience. J'ai écouté Madame la Ministre nous dire que peut-être que l'opinion n'était pas prête. Mais peut-être est-elle prête, Madame la Ministre. Si on en croit certains sondages, il apparaîtrait qu'un nombre important de nos concitoyens, même majoritairement, seraient d'accord pour ce qui est proposé dans les amendements.
Et puis, après tout, le Parlement, les parlementaires sont aussi dans leur responsabilité et dans leur rôle que parfois d'être en avance sur l'opinion publique. Et je vous rappellerai simplement, mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, que si l'on s'était simplement rapporté à l'opinion publique, François Mitterrand n'aurait jamais pu obtenir l'abolition de la peine de mort. Donc, il y a bien un moment où le gouvernement ou le Parlement ont un rôle essentiel de proposition pour faire avancer dans l'opinion et faire avancer l'opinion vers certaines décisions personnelles. Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, le président, mes chers collègues, dans la proposition qui est contenue dans ces amendements, il est simplement proposé de donner la possibilité de choisir. Possibilité de choisir, de dire, bien moi, je souhaite bénéficier d'une assistance médicalisée qui me permette une mort rapide et sans douleur. Et simplement, je crois que choisir, c'est être libre. Et je crois qu'on souhaite les uns et les autres être libres. Et moi, ce soir, je vous dis très tranquillement que je vais voter cet amendement, parce que je souhaite que mes compatriotes soient libres. Et la liberté est un des fondements de notre République. Et après tout, peut-être que parmi ceux qui vont voter ce texte ce soir, certains, au moment décisif de la mort, ne choisiront pas d'en bénéficier. Mais là n'est pas la question. La question est d'offrir la possibilité à nos concitoyens de pouvoir effectivement choisir et de choisir librement. C'est pour ça qu'on propose que le choix soit fait lorsque la personne est en toute lucidité et qu'elle puisse effectivement décider véritablement en conscience. Et l'on insiste sur le fait qu'il faut respecter les directives anticipées et que ces directives anticipées doivent effectivement pouvoir être confirmées par une personne de confiance. C'est être libre. Deuxième aspect de notre amendement permet également, je crois, d'assurer une égalité. Et au début de notre séance, mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les répétitions de vos interventions, qui chaque fois disaient « il faut l'égalité, il faut l'égalité, il faut l'égalité ». Mais il n'y a pas d'égalité. Si nous ne votons pas cet amendement ce soir, il n'y aura pas d'égalité, puisque ceux qui auront les moyens pourront, pour 10 000 ou 15 000 euros, aller finir leur vie en Suisse ou ailleurs, et les autres, ceux qui n'auront pas les moyens, eh bien, ne seront pas en situation d'égalité, ils seront obligés de subir. Et troisièmement, je crois que ça fait les deux fondements de la République, de la liberté et de l'égalité. Et le troisième, je dirais, c'est dans la fraternité, il y a surtout l'humanité. Et je crois que lorsqu'on est confronté à ce moment douloureux, si on peut abréger les souffrances, si on peut faire en sorte qu'on ne meure pas dans la souffrance, si on peut faire en sorte que, justement, on pourra mourir dans la dignité, et peut-être pour être d'accord avec vous, si encore, peut-être dans la sérénité, encore que je doute que lorsqu'on passe de vie à trépas, on soit tellement dans la sérénité, mais au moins dans la dignité, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, lorsque vous avez parlé à juste titre, de dire mais l'hydratation, ça sera un confort, ça sera une façon de finir ces jours sans qu'on soit dans la déchéance, parce que je crois que ce qui est terrible, plus que la mort, c'est encore la déchéance et la façon dans laquelle on disparaît. Alors, ce soir, moi je fais appel à votre réflexion individuelle et au-delà de ce que peuvent penser les uns les autres globalement, parce qu'on est des citoyens, parce qu'on est des parlementaires, parce qu'on est des
des élus qui avons réfléchi fortement sur cette question. Moi, je vous appelle ce soir à voter en confiance, à voter en conscience, et puis à faire en sorte que, eh bien, on donne ce soir, à travers le vote du Sénat, un pas vers le modernisme, vers la liberté, pour que chacun puisse effectivement choisir sa mort et la faire dans la dignité, mais aussi, je crois, dans le respect de ses choix, dans les directives anticipées. Merci, mon voilà, cher mes collègue. chers collègues, je crois que c'est un moment important et le Sénat aujourd'hui se grandirait en votant ces amendements. La parole est à Monsieur Madec. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voterai sans état d'âme l'amendement déposé par mon collègue Jean-Pierre Pointefroy ainsi que les amendements qui vont dans le même sens. En effet, 4 ans, j'ai voté dans le même sens au Sénat et je ne vois pas les raisons qui m'amèneraient à me déjuger aujourd'hui. Tout le monde, en principe, est égal en droit, mais les Français sont inégaux devant la mort. Comme l'a fort bien rappelé Jean-Pierre Godefroy, ceux qui sont un peu plus fortunés et qui font le choix, suite à une maladie incurable, de mourir dignement, peuvent aller en Suisse ou autre part. Les autres, les plus modestes, que je connais bien parce que j'ai été longtemps élu d'un arrondissement populaire, ne le peuvent pas. S'ils ont des relations, ils ont un moyen d'y parvenir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense que le Sénat se glorifierait de voter de manière sereine, sobre, ces amendements ce soir. Madame la Ministre, je vous respecte, vous êtes courageuse, vous avez rappelé votre position personnelle et aussi celle qui vous conduit aujourd'hui à appeler à voter contre ces amendements. Mais je ne partage pas votre point de vue. Les législateurs ne légifèrent pas sous la pression de l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique était majoritaire lorsque Simone Veil courageusement a porté cette loi de l'IVG? Est-ce que l'opinion était majoritaire lorsque Robert Badinter a fait voter la loi pour l'abolition de la peine de mort? Est-ce que l'opinion publique était majoritaire quand le général de Gaulle a fait voter le droit pour les femmes, le droit de vote? Est-ce que l'opinion publique était majoritaire lorsque l'année dernière nous avons voté le mariage pour tous? Je ne le crois pas. Donc ce n'est pas un argument recevable. Et je pense qu'il y a un engagement qui avait été pris par le candidat François Hollande, président de la République, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il est notre devoir de faire tenir cet engagement. La parole est à Madame Lienemann. Je vais expliquer pourquoi je vais voter l'amendement que j'ai signé avec notre collègue Godefroy. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement, la comparaison avec la peine de mort est une comparaison. Je ne crois pas, Madame la Ministre, je n'ai pas la même évaluation que vous sur l'état de l'opinion publique française. Je pense que l'opinion publique française est tout à fait consciente qu'il y a le libre choix doit être donné aux personnes, en l'encadrant bien sûr par la loi, et que beaucoup de progrès de la conscience collective a eu lieu pour plusieurs raisons. La première, l'expérience étrangère. Bien sûr, il y a toujours, quand on a des lois, éventuellement ici ou là, des dérapages. Et d'ailleurs, Madame la Ministre, n'y a-t-il pas des dérapages dans notre système actuel? N'y aura-t-il aucun dérapage dans la sédation, etc. Hélas, les lois humaines ont toujours ici ou là, et chaque fois, il faut améliorer le dispositif pour que les dérapages ne se généralisent pas et deviennent de plus en plus étroits. Mais ça ne disqualifie pas l'expérience de ce qui se passe à l'étranger. La deuxième raison pour laquelle les Français ont probablement évolué est aussi la confrontation personnelle que les uns et les autres peuvent avoir avec de leurs proches qui, vu que la vie est plus longue, les maladies deviennent plus longtemps, on vit plus longtemps malade, les gens voient des gens souffrir, voient des gens qui demandent de mourir, et quand on n'a pas les moyens financiers ou quelques compréhensions aussi ou là, eh ben on se trouve devant des confrontations personnelles que beaucoup de Français connaissent. Si ce n'est eux, c'est leurs proches, c'est des amis, etc. Donc la conscience a évolué, comme le progrès des libertés évolue dans nos sociétés. Nous sommes dans un combat permanent pour gagner notre liberté face aux aléas de l'existence, et la mort est évidemment l'ultime aléa de l'existence. Et je pense que ce qu'a dit nos collègues, que ce soit M. Néry ou les autres, ou notre collègue Madec, sur le courage qu'il y a eu de voter contre la peine de mort, je trouve que c'est doublement significatif. J'ai toujours été frappée
de voir que des gens, au nom de la vie sacrée, au sens qu'elle peut être sacrée laïque, si je puis dire, considéraient qu'on ne pouvait jamais donner la mort, mais il n'y avait pas beaucoup d'état d'âme, pour certains d'entre eux, quand il s'agissait de condamner à mort, au nom de la justice des hommes, des individus. Moi, je pense que les individus sont libres de leur mort, essayons qu'ils le soient le plus de leur vie. Donc je pense que c'est à la fois un courage par rapport à l'opinion, de temps en temps, d'ouvrir des champs nouveaux. Et pourquoi je pense une comparaison sur d'autres lois? C'est quand une décision nuit à l'intérêt général. Là, on peut s'interroger. Est-ce que la liberté individuelle donnée à quelqu'un est de nature à nuire à l'intérêt général? Notre rôle de législateur est de trouver l'équilibre de cet intérêt général. Mais quelle est la personne qui va voir ses droits, ses libertés réduites par le fait qu'on donne à chacun le libre choix de pouvoir, en cas encadré, d'organiser la fin de sa vie? Je pense qu'on ne fait reculer en rien les droits des autres. Donc l'intérêt général n'est pas percuté par l'accroissement de la liberté individuelle qui est proposé dans cet amendement. Donc je ne vois pas d'argument qui s'y oppose, sauf à penser qu'il y a une transcendance qui définit ce qu'est la vie et qui ne serait pas humaine. Et même pour ceux qui pensent à cela, pensent qu'il y a toujours un équilibre entre la conscience de la personne et les transcendances que certains peuvent considérer comme réelles et, dans leurs convictions religieuses, peuvent considérer comme importantes. Donc, pour ma part, je ne vois pas en nom de quoi la société, portant un intérêt général, au regard de l'état de l'opinion d'aujourd'hui et au regard du progrès permanent des libertés qui doivent être données à chacun, devrait s'opposer à l'amendement que nous avons présenté. Je pense que ce serait un grand progrès pour notre République et en tout cas, je le soutiens. La parole est à Madame Bouchoux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, Madame la Ministre, c'est très courageux de laisser entendre que vous n'êtes pas en désaccord avec la série d'amendements que nous défendons, mais que compte tenu de votre position ministérielle, compte tenu de l'analyse politique extrêmement subtile qu'a fait le pouvoir exécutif, il ne serait pas possible, dans l'état actuel de l'opinion, de voter ces amendements sans provoquer un séisme, si j'ai bien compris. Juste vous dire, Madame la Ministre, et vous tous, que je comprends très très bien les réticences que certains de nos collègues et amis peuvent avoir pour des raisons philosophiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons personnelles, sur les amendements que nous avons déposés. On les comprend et on les entend très bien. Néanmoins, moi je regrette qu'on n'ait pas aujourd'hui, ce soir, parmi nous, dans l'hémicycle, des personnes qui ont l'éloquence d'un Robert Badinter, la force de persuasion d'une Simone Veil, qui aurait réussi à vous convaincre tous, et vous aussi, Madame la Ministre, que cette liberté que nous réclamons pour quelques-uns n'enlève rien aux droits de tous les autres. Et donc j'entends bien votre position, elle est éminemment respectable pour quelqu'un qui défend une position. Néanmoins, nous restons extrêmement attachés à ces amendements et nous pensons que de toute façon, l'avenir nous donnera raison. Et je vous assure, mes chers collègues, y compris en étant dans un département plutôt traditionnel, plutôt catholique, étant aussi issu d'un milieu plutôt catholique, je vous assure que la réalité de la France n'est pas celle que vous avez décrite ce soir. 95% de nos concitoyens sont d'accord avec les amendements que nous avons proposés. Je pense que nous ne parlons pas de la même réalité. La parole est à Monsieur Godefroy. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. De toute façon, tout d'abord, Madame la Ministre, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre sincérité. Parce que parfois, nous n'avons pas autant de dialogue direct et aussi compréhensif, et je dirais aussi sincère. Je voudrais répondre au président de la Commission, Alain Milon, concernant la Belgique. Je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. La loi belge est appliquée. Elle est appliquée maintenant depuis assez longtemps pour qu'on puisse la juger, et finalement, elle fonctionne bien. À telle enseigne, c'est que plutôt que de revenir en arrière, la Belgique vient d'étendre aux mineurs ces dispositions. Et je me rappelle que le Conseil consultatif national d'éthique avait reçu une lettre assez désagréable des médecins belges quand il avait mis en cause les résultats de ces dispositions en Belgique. Et d'ailleurs, à cette époque, des médecins belges
deux confessions catholiques avaient écrit en disant qu'au départ, ils étaient très réticents, mais qu'ils avaient procédé à des euthanasies et que finalement, ils continuent à le faire parce que c'est une aide qu'ils apportent. Et ils considèrent que dans ces cas-là, ils sont fidèles à leurs croyances et qu'ils ne veulent pas revenir en arrière. Vous pourrez vérifier, et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti à cet égard d'une médecin belge qui le dit très très bien. Ensuite, en Belgique, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'euthanasie par rapport à ce qui se faisait avant dans la clandestinité, et il n'y a eu aucun recours, depuis que la loi existe, devant le procureur du roi. Bon. Donc, elle ne doit pas être aussi mauvaise que ça, la loi belge. Par ailleurs, il y a d'autres pays, je ne vais pas les citer. Par ailleurs, moi je crois qu'il faut que nous ayons vraiment bien conscience d'une chose, c'est que l'opinion publique est loin d'être défavorable à cette disposition. Quand on voit les sondages successifs, c'est tout à fait le contraire. Et quand, si vous allez dans des réunions qui sont tenues par la DMD, vous verrez le nombre de personnes qui participent, et parfois, je vais me permettre une petite blague, et parfois il y a des partis politiques qui aimeraient bien avoir autant de monde que la DMD en a dans ces réunions. Bon, donc, il faut dire que l'opinion publique n'est pas du tout hostile. Alors, je voudrais revenir à des choses un peu plus directes. Moi, je crois que cette proposition de loi, comme ça a été rappelé, n'oblige personne, n'enlève aucun droit, elle donne juste un droit. Elle donne une liberté par la loi de pouvoir souhaiter arrêter son existence dans des conditions bien précises, bien encadrées. Vous avez tous en tête des cas très douloureux, j'en ai parlé un peu dans la discussion générale, de personnes, justement des personnes âgées, qui bien souvent mettent fin à la vie de leur conjoint à force d'être sollicitées et qui n'ont pas d'autre solution, qui passent à l'acte, qui n'ont pas d'autre solution, qui se retrouvent devant les tribunaux. Et la seule solution, c'est que le juge n'applique pas la loi. Il fait preuve de compréhension et il n'applique pas la loi. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir une loi qui encadre justement et qui permette de ne pas avoir ces cas douloureux? Dans ma région, il y a encore peu de temps, il y a un monsieur de 85 ans qui s'est retrouvé devant le tribunal parce qu'il avait mis fin au jour de son épouse, qui n'arrêtait pas de le solliciter, de le supplier. Donc je pense que nous devons entendre ces choses-là et de permettre que la loi encadre cette chose-là. Ensuite, quand on va voter tout à l'heure, on va discuter l'article 3, quand vous êtes informé par votre médecin, demain oui, quand vous êtes informé par votre médecin que de toute façon, le pronostic est engagé dans les 2 ou 3 mois qui viennent, quand on vous dit que de toute façon, vous finirez à l'hôpital, parce qu'il faudra des soins de confort, qu'il faudra que justement on fasse tous les soins dont on a parlé, en sachant que de toute façon, c'est la fin approche, qu'il y aura peut-être une sédation terminale, profonde, ou comme ça se fait aujourd'hui, ou comme ça se fera peut-être demain, pourquoi ne pas accepter que la personne anticipe cette solution qui sera de toute façon finale, de dire voilà, je préfère arrêter maintenant, ne pas passer par là, pour moi, pour ma famille, je souhaite partir les yeux ouverts, faire ce passage, comme on dit, quand on va dans des obsèques religieux, le passage, ça peut être la personne vivante, qui arrête et qui dit au revoir, qui tire un bilan de sa vie avec sa famille, avec ses proches, avec les gens qu'ils aiment. Pourquoi refuser ça? Pourquoi refuser dans la loi à ceux qui le souhaitent, uniquement à ceux qui le souhaitent? Et donc, moi, je pense vraiment, mes chers collègues, que nous grandirions et je pense qu'on fera un grand pas pour notre démocratie et la République si on ouvrait ce droit, cette possibilité qui ne s'imposerait à personne, qui serait encadrée et qui, à mon avis, serait un texte de loi aussi fort que la suppression de la peine de mort, aussi fort que l'IVG et aussi fort que le droit de vote pour les femmes. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Pozzo di Borgo. Mes chers collègues, c'est un débat lourd qui est quelque chose qui touche l'intimité de chacun d'entre nous et qui touche l'intimité de 65 millions de Français. Moi, je respecte beaucoup ce que faisait l'amendement de Mme Cadic et les arguments de Mme Inéry, nous qui parcourons toute l'Asie ensemble. J'ai écouté vraiment avec attention tout ce que vous dites. J'ai écouté Mme Lindemann, que j'écoute souvent et que j'apprécie, ou d'autres arguments. Je suis en désaccord complet sur le fond. C'est, comme vous dites, Mme Lindemann, peut-être par les choix de transcendantaux. Parce que je considère que la vie ne m'appartient pas et que moi, je n'ai pas la même conception que vous de considérer que je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Mais ça, c'est un choix personnel. Je ne suis pas sûr que ce soit partagé par l'ensemble d'entre vous.
mais c'est peut-être beaucoup d'autres Français le partagent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis d'une génération 68 qui est très marquée par le marxisme, qui considère que l'histoire, c'est le modernisme qui progresse. Or, moi, je considère qu'il y a des régressions en histoire. Mais ça, ce sont deux points que je vous soumets, qui sont mon avis personnel et qui ne veulent pas dire que je ne respecte pas les avis de mon ami Cadic ou de mes collègues centristes qui ont proposé cet amendement, ou les avis que vous avez exprimés, que M. Cadic, que M. Godefroy a exprimés. Je voudrais surtout insister sur un autre point. Quand j'étais encore un jeune militant, et lorsque Mitterrand a été élu, j'ai voté contre lui. J'étais giscardien. Voilà, ça arrive, on a chacun ses défauts. Mais j'avais apprécié chez Mitterrand le courage qu'il avait eu sur la peine de mort. Je me souviens, je militais à l'époque avec... Est-ce qu'on peut terminer? Je militais à l'époque avec Bernard Stasi, et j'avais apprécié ce courage de François Mitterrand d'avoir pris de face l'opinion publique, et je me souviens encore d'un débat où il n'était pas évident qu'il gagne, où il avait, malgré les 80% de l'opinion publique à l'époque était pour la peine de mort, et Mitterrand avait exprimé « je suis pour la peine de mort ». J'avais apprécié Mitterrand à cause de ça. Et il y a eu ce débat après avec Badinter à l'Assemblée nationale. Pareil aussi pour l'IVG. Moi, je viens d'un parti qui était un parti démocrate chrétien, et c'est vrai que ce parti, c'était difficile pour lui, une centriste, qu'elle défende la position de l'IVG. C'était une avancée que je reconnais. C'était deux débats importants. Mais la seule chose, ces deux débats importants à l'époque, ils ne se sont pas faits à 1h du matin, même si ça a duré plusieurs nuits. Ils ne se sont pas faits avec quelques parlementaires qui restaient encore en séance. Ils se sont faits avec l'ensemble des parlementaires qui étaient présents, et deux fois, et qui ont eu à faire le choix. Et lorsqu'ils ont voté pour la suppression de la peine de mort, il y avait des gens de gauche comme des gens de droite et de centre. Et c'était vraiment individuellement ceux qui étaient là qui ont voté. Et tous qui étaient là, parce que c'était un débat de fond. C'est pareil pour l'IVG quand ce vote a été fait. Ils étaient tous là. Ce soir, dans un débat qui quand même est important, aussi important que celui de la peine de mort, aussi important que celui que nous avons eu sur l'IVG, nous nous retrouverons à quelques-uns, même si nous sommes assez nombreux encore pour la nuit. Et nous allons passer peut-être par un scrutin public où on ne sait pas du tout ce que nos amis veulent voter. Moi, ce qui me choque, c'est cela. Ce n'est pas le fait que les débats sont engagés, ce n'est pas le fait que l'amendement de mon ami Cadic ou les arguments de mon ami Néry, mais c'est le fait, si vous voulez, que pour quelque chose d'aussi puissant, d'aussi fort, nous serons que quelques-uns à avoir à trancher pour l'ensemble du pays. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je regrette franchement que nous puissions avoir ce débat qui mériterait que les 348 sénateurs soient là et que chacun d'entre eux puisse savoir ce qu'ils votent en toute connaissance de cause. Voilà, merci. La parole est à M. Labazé. Monsieur le Président, l'heure avance. Je serai très bref. Voilà. Il y a deux termes, je crois, qui permettent de transcender ce débat. C'est le mot droit et le mot obligation. Voilà. Je crois que tout ce qui a été fait dans la soirée, qui a été préparé depuis de nombreuses journées par l'ensemble des collègues signataires de ces amendements, font qu'ils n'ont jamais été placés devant le fait de l'obligation, mais plutôt dans la prise en compte d'un concept majeur de notre société, le droit. Et c'est au regard finalement de ce droit que je me suis engagé derrière mon ami Jean-Pierre Godefroy et tous ceux qui sont signataires avec moi ce soir de cet amendement. La parole est à Monsieur le rapporteur. Je serai extrêmement bref, tant il est vrai que tout le monde a ses certitudes, a ses convictions. Par contre, ce dont je suis persuadé, en effet, c'est que ceux qui voteront ce soir le feront en toute conscience et pas pour des raisons électoralistes, comme ça a pu parfois être évoqué. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement clair. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, un concept qui peut-être bat en brèche un peu certaines statistiques quand on parle de 85, 90, 95% des Français qui seraient pour l'euthanasie. Il y a une ambivalence par rapport à la mort, une ambivalence. Les gens qui ont été sondés sont des gens en bonne santé, pour la plupart.
lorsqu'on approche du terme, et c'est pour cette raison que demain, lorsqu'on parlera des directives anticipées, nous verrons qu'il y a 2 types de directives anticipées. Donc, lorsqu'on approche du terme, les choses ne sont pas du tout la même chose. Et force est d'admettre pour les praticiens qui ont une pratique des soins palliatifs, ou en tout cas de l'accompagnement jusqu'en fin de vie, très rares sont les patients qui ont pu demander, avec une certaine force, en faisant abstraction de toute considération philosophique, un acte d'euthanasie ou de suicide assisté. Deuxièmement, concernant le suicide assisté, justement, Madame le ministre tout à l'heure faisait la distinction en tout cas, entre euthanasie et suicide assisté. Et tout à l'heure, vous regrettiez que M. Badinter ne soit pas là, avec son éloquence bien connue sur ce sujet. Le problème, c'est que je ne suis pas, enfin, la question n'est pas là d'ailleurs, mais je ne suis pas certain qu'il soit pour l'euthanasie. Et en tout état de cause, il a, je l'ai vu dans un de ses propos, opposé, concernant le suicide assisté, le droit liberté au droit créance. Effectivement, le suicide n'est plus un délit, c'est un droit. Alors, certes, me direz-vous, le suicide assisté, le suicide médicalisé éviterait une certaine violence dans le geste, voire, si la violence n'est pas physique, elle reste en tout cas au moins symbolique. Madame David a la parole. Oui, Monsieur le Président, l'heure avance, comme l'a dit Monsieur Labazé, je ne serai pas longue. Simplement rappeler que par cette proposition, avec mon groupe, nous souhaitons encadrer un droit. Ce n'est pas un droit que nous voulons imposer à tous. D'ailleurs, au sein même de mon groupe et de celles et ceux qui ont co-signé ces amendements, je ne suis pas certaine que moi-même, je l'appliquerais si jamais j'étais dans cette situation-là. Mais en attendant, ce droit doit pouvoir être obtenu pour celles et ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Alors, j'entends Monsieur le rapporteur qui dit « plus on approche du terme et moins on a envie de passer à l'acte ». Peut-être, peut-être. Vous parlez en tant que médecin, je parle, et vous avez cette expérience en tant que médecin, donc vous vous êtes autorisé, enfin, c'est pas une critique, vous le faites parce que vous avez, en connaissance de cause, eu affaire à des cas de la sorte. Il n'empêche que ce droit doit pouvoir quand même être donné. Ensuite, libre aux personnes de l'utiliser ou pas. Et si, en avançant dans l'âge, on se dit finalement peut-être que mes directives anticipées, je vais aller les reprendre et je vais me rétracter et finalement je veux pouvoir vivre ma vie jusqu'au dernier moment, même dans la souffrance, même dans une situation qui me semblait indigne lorsque j'étais jeune et que j'estimais que cette situation était indigne. Il n'empêche qu'il faut quand même donner ce droit à toutes et à tous. Alors j'entends aussi M. Pozzo di Borgo qui regrette que ce débat ait lieu à 1h30 du matin avec un hémicycle moyennement rempli. Je partage ce sentiment et je regrette également que ce débat ait lieu à une heure tardive et que pas plus de nos collègues ne soient présents pour en débattre, parce qu'en effet, c'est un débat qui nous concerne toutes et tous, quels que soient les bancs de cet hémicycle, quelle que soit notre croyance ou non-croyance, parce que nous serons tous confrontés à un moment ou à un autre à ces situations et nous serons nous-mêmes un jour confrontés à cette situation de fin de vie. Je souhaite à chacune et chacun d'entre nous que cette fin de vie ne soit pas dans les conditions qui nous obligeraient à utiliser ce droit et que nous puissions tous mourir paisiblement dans une mort qui aura été finalement l'aboutissement d'une vie bien remplie. Mais il n'empêche que c'est ainsi, nous sommes ici peu nombreux et nous avons, nous, pris la précaution dans notre groupe de mettre ce sujet en débat depuis déjà plusieurs réunions de groupe parce que nous savions bien que c'est un sujet délicat, que c'est un sujet sensible, ça a été rappelé, et que chacune et chacun doit pouvoir voter en conscience. Donc sur ces amendements, tous les membres de mon groupe ne sont pas signataires, donc je sais pertinemment ceux et celles qui seront favorables à ces amendements et ceux qui ne seront pas favorables. Nous avons pris en effet la précaution de ce débat. Je pense que c'est ça qui est important et ce débat, il a lieu ici, il a lieu dans la société, il a lieu dans des rencontres publiques. Il suffit de se rendre dans ces réunions, de discuter avec les gens pour vraiment prendre la conscience que beaucoup d'entre nos concitoyennes et concitoyens ont franchi le pas
et ont acquis la certitude que ce droit devait pouvoir être obtenu, non pas pour qu'il être utilisé par tous, non pas pour qu'il devienne une obligation, mais pour qu'il soit un droit. Je pense que la grande majorité de nos concitoyennes et nos concitoyens ont franchi ce pas. À nous maintenant de le franchir. Et nous sommes parlementaires, nous sommes législateurs et nous avons cette responsabilité-là. Et nous ne pouvons pas, nous, parce que nous estimons que ce pas est trop important, eh bien ne pas permettre à ce qu'il se fasse pour l'ensemble de la société, pour une avancée, sincèrement une avancée pour la société telle que nous la concevons les uns et les autres ici, puisque je crois que sur l'ensemble de ces bancs, nous avons accroché au fond de nous l'humanité, la solidarité, enfin nous sommes engagés dans la vie publique, dans la vie politique, parce que nous avons des idées fortes et parce que nous avons envie de nous engager pour les autres. Eh bien, cet engagement pour les autres, il doit aller jusqu'au bout et il doit permettre que ce droit, enfin, soit acquis et après, chacun l'utilisera comme bon lui semble. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, ma chère collègue. Madame Gatel a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si la vérité siège au fond de la nuit, mais nous arrivons à cette heure tardive ou matinale à une question dont je partage l'intérêt, je partage beaucoup de ces questions, voire de ces avis. Toutefois, je voudrais juste dire qu'on a bien rappelé dans la discussion générale que le texte qui nous était proposé n'était pas un texte pour ceux qui voudraient mourir, c'est un texte pour ceux qui vont mourir. Et je trouverais sur un sujet aussi éminemment grave, aussi essentiel, de demander à la société l'obligation de satisfaire à la liberté de chacun de vouloir mourir, ce qui est une vraie question que je respecte, de devoir répondre à cette question à 1h30. Nous sommes un certain nombre, on peut dire qu'on pourrait être plus nombreux, sauf que ce n'est pas la question qui est posée ce soir, et que moi je pense que c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet personnel, mais il nous engage non seulement au-delà de nos convictions, il engage notre société, et franchement, moi je pense que ce serait plus que dommage, ce serait grave, compte tenu de la gravité de ce sujet, de le traiter au détour d'une loi qui a le grand mérite d'apaiser la mort de ceux qui vont mourir, mais de ne pas avoir eu pour ambition de traiter la question essentielle que vous soulevez, d'autant plus que moi, il me paraîtrait, encore une fois, je partage vos questions, je ne comprendrais pas que ce matin, à 1h30 du matin, nous disions que nous serions favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté sous des conditions que nous n'aurions même pas définies. Donc encore une fois, moi je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en 5 minutes à l'aube d'un matin ou à la fin d'une nuit. Je vous remercie. Voilà pour les débats des sénateurs autour de l'article 2 de cette proposition de loi Claes-Leonetti qui crée de nouveaux droits pour les malades et les personnes en fin de vie. Vous avez pu entendre les débats des sénateurs très intimes. Parfois, ils ont à la fois abordé, bien sûr, une question d'actualité, le cas Vincent Lambert, mais ils ont également parlé de leur cas plus personnel. Vous avez pu entendre à la fois les arguments des sénateurs favorables à l'euthanasie, ils sont environ 70 ici, et aussi les arguments de ceux qui sont favorables à un statu quo en la matière. Cet après-midi, les sénateurs vont poursuivre l'examen de cette proposition de loi avec notamment les articles 8 et 9 avec 2 dispositifs phares de cette proposition de loi, la sédation profonde et continue et également le caractère contraignant des directives anticipées. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.